La fin d'une visite, celle du président gambien en Mauritanie. Il a quitté Nouakchott cet après-midi au terme d'une visite officielle de 3 jours, saluée à son départ par le président de la République. Une visite sanctionnée par un communiqué conjoint qui met l'accent sur la volonté des deux parties de renforcer et de développer les relations de coopération bilatérale déjà excellentes et de les promouvoir vers de nouveaux horizons. Et une célébration aujourd'hui, c'est celle de la Journée mondiale de la protection civile. Et voilà, et à l'occasion de cette journée, bien entendu, nous avons un invité pour nous parler de cette journée, de la célébration. Bonsoir. On se retrouvera tout à l'heure après donc les sujets concernant le départ du président gambien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'y arrive. Bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 1er mars 2019. Un vendredi marqué donc par la fin de la visite officielle en Mauritanie du président gambien, M. Adama Barrow, qu'on voit ici en compagnie du président de la République. C'était aujourd'hui à l'aéroport international Moutounsi de Nouakchott. Les deux présidents vont écouter tout à l'heure, vous allez les entendre, les deux hymnes nationaux. Et c'est parti. Voilà, c'était donc au départ du président gambien de l'aéroport international de Moutounsi, le président gambien qu'on voit ici en compagnie du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, après avoir écouté les deux hymnes nationaux. Eh bien, les deux présidents ont passé en revue les différentes unités des forces armées et de sécurité venues rendre les honneurs. Ça, c'est autour maintenant des personnalités qui étaient à l'accueil. Il y avait le Premier ministre, ici ce sont d'autres personnalités donc, qui étaient à l'accueil. Et je profite de ces images pour vous rappeler que le président gambien était là pour une visite officielle de 3 jours. Visite marquée, n'est-ce pas, par la signature de plusieurs documents de coopération entre la Gambie et la Mauritanie. Et le président gambien a également visité plusieurs infrastructures d'importance
Je vais citer à titre d'exemple le port autonome de Nouakchott ou encore les installations d'Aftout Sahli. Ça, c'était hier. Et aujourd'hui, évidemment, le président gambien, avant de partir, avait aussi une étape quelque part dans la wilaya du Trarza. On y reviendra tout à l'heure. Ici, le cérémonial continue, un cérémonial qui se déroule, vous le voyez, dans un climat marqué par un vent très fort qui souffle non seulement à l'aéroport, mais également ici à Nouakchott et je crois aussi à travers le pays. Un vent accompagné de poussière, d'une forte poussière très pénétrante. Ici, c'est autour des corps diplomatiques d'être salués par le président gambien. Tout cela, c'était aujourd'hui donc à son départ de l'aéroport international Tounsi. Voilà une poignée de main très chaleureuse. Un brin de causette, parfois, même s'il vente, ça ne fait pas de mal. Ici, les officiers supérieurs qui étaient à l'accueil, qui étaient plutôt au départ pour saluer le président gambien. Il les salue un à un, comme il avait fait aussi avec les autres personnalités. D'autres personnalités de l'État. Le président gambien qui est très reconnaissant pour la Mauritanie, car, vous le savez, c'est grâce à une intervention du président de la République qui a permis à la Gambie d'éviter une crise politique dont les conséquences étaient imprévisibles. Voilà donc pour le départ aujourd'hui de l'aéroport international Tounsi du président gambien au terme d'une visite officielle de 3 jours en Mauritanie, visite au cours de laquelle, bien entendu, il a eu des entretiens avec le président de la République, dont un tête-à-tête dès son arrivée. D'ailleurs, c'était à l'aéroport international Tounsi, au pavillon justement d'honneur. Et il a visité plusieurs infrastructures d'importance, donc économique et sociale, ici à Nouakchott et dans les environs. Et c'est une visite d'ailleurs qui a été donc sanctionnée par un communiqué conjoint qui a été lu du côté mauritanien par le ministre de la Justice qui assure l'intérim de son collègue des Affaires étrangères et de la coopération, et du côté gambien par le ministre des Pêches et de l'économie maritime qui assure lui aussi, à coïncidence, l'intérim de son collègue des Affaires étrangères, donc gambien. Alors, le communiqué conjoint avec Mohamed El Bekkar. Sur invitation de son Excellence, M. Mohamed Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence M. Adama Barrow, président de la République gambienne, a effectué une visite d'État en République islamique de Mauritanie du 27 février au 1er mars 2019, à la tête d'une importante délégation de son pays, comprenant notamment les ministres gambiens des Pêches et de l'économie maritime, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et des Gambiens des étrangers par intérim, le ministre des Pêches et des Ressources hydriques, l'ambassadeur de Gambie à Nouakchott, ainsi que le conseil spécial du président de la République et plusieurs hauts responsables du gouvernement. Cette visite traduit la profondeur des relations historiques entre les deux peuples mauritaniens et gambiens et le souci des deux chefs d'État de renforcer les relations de fraternité, de coopération et de partenariat entre les deux pays. Au cours de la visite, les deux présidents ont eu des entretiens en tête-à-tête qui ont été par la suite élargis aux membres des deux délégations abordant les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ces discussions ont reflété une concordance de vues sur les différents sujets débattus. Son Excellence
Monsieur Adama Barrow, président de la République de Gambie, a loué les efforts couronnés de succès déployés par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, pour sortir de l'impasse politique gambienne consécutive aux dernières élections présidentielles, impasse qui a failli menacer la sécurité et la stabilité du pays. À son tour, son Excellence, M. Mohamed Abdelaziz, président de la République, a mis en exergue les efforts soutenus consentis par le président Adama Barrow pour développer et promouvoir son pays dans un climat d'ouverture, de bonne gouvernance, de liberté, de forte cohésion sociale et de respect des droits de l'homme. Sur le plan bilatéral, les deux présidents ont passé en revue les relations de fraternité et d'amitié qui unissent les deux pays et exprimé leur satisfaction quant à la profondeur de la coopération bilatérale les unissant et leur volonté de prendre toutes les mesures propres à développer ces relations et à les promouvoir vers de nouveaux horizons pour servir les intérêts des deux peuples frères mauritaniens et gambiens. Les deux présidents ont abordé différents volets de la coopération commune, en particulier les domaines de la pêche et des ressources animales, de la formation professionnelle, de l'énergie, du pétrole et de l'agriculture, et donner leurs instructions aux services compétents pour accélérer la tenue de la 6e session de la Commission mixte de coopération mauritano-gambienne. Ils ont noté avec satisfaction la vitalité et le comportement exemplaire de chacune des colonies mauritaniennes et gambiennes dans le pays hôte. Au plan régional et international, les deux chefs d'État ont loué les progrès sensibles intervenus en Afrique et ont adressé un appel pour accélérer le rythme de l'intégration économique dans le continent. Ils ont insisté sur la nécessité d'une réforme globale du système des Nations Unies qui garantisse au continent africain la représentation qui lui sied avec 2 membres permanents au Conseil de sécurité et une présence plus importante dans les différentes agences de l'ONU. De même, les deux parties ont souligné leur soutien à la recherche d'une solution juste et durable au conflit au Moyen-Orient qui garantisse les droits légitimes du peuple palestinien en État indépendant et en comme capitale El-Quds Sharif, en application des résolutions onusiennes subséquentes et en application des dispositions du droit international en la matière. Son Excellence, Monsieur le Président Adama Barrow, a effectué une visite à certaines installations vitales de la capitale Nouakchott et exprimé son admiration pour les progrès réalisés par la République islamique de Mauritanie dans les différents domaines, formulant le vœu que la Mauritanie connaisse davantage de progrès, de stabilité et de prospérité. À l'issue de la visite, Son Excellence, le Président Adama Barrow, a adressé ses sincères remerciements et sa reconnaissance à Son Excellence le Président de la République, Mohamed Abdelaziz, au gouvernement et au peuple mauritanien pour la chaleur de l'accueil et l'hospitalité généreuse ainsi que l'intérêt particulier dont il a fait l'objet, ainsi que la délégation qui l'accompagne durant leur séjour en Mauritanie. Son Excellence, le Président Adama Barrow, a adressé à son frère, Son Excellence, le Président de la République, Mohamed Abdelaziz, une invitation pour visiter la République gambienne. L'invitation a été acceptée avec joie et sa date sera fixée ultérieurement par voie diplomatique. Fait à Nouakchott le 1er mars 2019, en arabe et en anglais. Pour la partie gambienne, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. James Gomez, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et des Gambiens de l'étranger par intérim. Pour la partie mauritanienne, le ministre de la Justice, Dia Mukhtar Malal, ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim. Le communiqué conjoint publié à l'issue donc de la visite officielle de 3 jours du président gambien à Nouakchott, le président gambien qui a quitté Nouakchott, je le rappelle, aujourd'hui. Et une visite officielle donc marquée non seulement par des entretiens, par la signature de plusieurs documents, on vient de l'entendre dans le communiqué conjoint, mais également par la visite de plusieurs infrastructures d'importance ici à Mauritanie. J'ai cité tout à l'heure le port autonome, le port de l'Amitié, j'ai cité les installations de Haftou Sahli. Ça, c'était dans la journée d'hier, dans la matinée. Et hier soir, hier après-midi, le président gambien a visité le marché de poissons ici à Nouakchott. Et ce matin, il avait une dernière étape. Elle se trouve dans la wilaya de Kharza, précisément à Ouad Naga. De quelle étape s'agit-il, Médica Nakli?
La ferme d'amélioration des espèces bovines d'Idini, située dans cette localité, relevant de la Muqata'a de Oued-Naga, dans la wilaya du Trarza, à 60 km à l'est de Nouakchott, a été l'objet de la visite du président gambien, son Excellence Adama Barrow. Le président gambien a pu se rendre compte des spécificités de cette installation, créée en 2012 dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et la République populaire de Chine. Cette ferme s'étend sur une superficie de 8000 m² et a mobilisé une enveloppe financière de l'ordre de 7 millions de dollars. L'hôte de marque Gambia a pu également s'enquérir des différents services de cette institution qui englobe 2 pavillons principaux. Le premier est affecté au bureau de la direction, à l'habitat, aux selles et aires d'expérimentation de la culture de plantes fourragères destinées à l'alimentation du bétail, à leur emballage et leur stockage sur une superficie de 150 hectares. Le second pavillon consiste en un parc d'insémination artificielle des bovins d'une capacité d'absorption de 432 têtes de bovins locaux. Son Excellence, M. Adama Barrow, a enfin écouté les explications détaillées des responsables de cette ferme pilote sur ses missions, les résultats obtenus de cette expérience d'amélioration des espèces bovines à travers l'insémination artificielle. Toujours dans le cadre de son séjour en Mauritanie, le président de la République de Gambie, son Excellence Adama Barrow, a visité le marché de poissons de Nouakchott. Sur place, le président a fait le tour des différents services relevant de cette infrastructure et suivi des explications détaillées sur les méthodes de réception, de conservation et d'orientation des poissons vers les marchés de Nouakchott et des wilayas de l'intérieur. Créé en 1997, le marché aux poissons de Nouakchott constitue un bel exemple de coopération multiforme mauritano-japonaise avant d'être érigé en établissement public à caractère industriel et commercial. Cette infrastructure, qui dispose de 2 usines de glace d'une capacité globale de 20 tonnes par jour, comprend en outre un centre de santé, une pharmacie et un poste de police. Quelques 40 000 personnes fréquentent quotidiennement ce marché, commerçants, acheteurs, demandeurs d'emploi, chercheurs. La visite du président gambien, son Excellence Adama Barrow, dans notre pays, illustre la profondeur des relations fraternelles entre les 2 peuples et les 2 gouvernements gambiens et mauritaniens. Les infrastructures visitées au cours de ce séjour en Mauritanie auront permis à l'illustre hôte gambien d'apprécier le développement opéré qui a permis au pays d'engranger un bond qualitatif au plan économique et social. Voilà pour les dernières étapes de la visite officielle de 3 jours du président gambien. Le marché de poissons de Nouakchott, c'était hier après-midi. Et la ferme d'amélioration des espèces bovines d'Idini. Voilà donc pour la visite du président gambien qui s'est achevée aujourd'hui, visite de 3 jours. Il a quitté Nouakchott, donc aujourd'hui il a été salué par le président de la République. Voilà donc pour la diplomatie. Venons-en maintenant à la politique intérieure. Il a été beaucoup question de la politique intérieure au cours de la conférence de presse pour commenter les travaux du Conseil des ministres. 3 ministres étaient à la manœuvre pour justement commenter ces travaux devant la presse et plusieurs sujets. Alors quels sont les thèmes et qui sont les ministres qui ont répondu aux questions des journalistes? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Au menu de cette conférence de presse animée par le ministre de la Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et de la Modernisation de l'Administration, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et la ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, le bilan du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement pour la période 2009-2018, le programme triennal 2019-2021, le projet de décret portant création des comités de gestion des écoles, le projet de décret fixant les conditions d'emploi, de rémunération des agents et contractuels de l'État et des établissements publics. S'exprimant en premier lieu, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Issermi Ould Sidine Mokhtar Ould Habib, a précisé que le président de la République a mis en place un programme de développement afin de régler les retards notés dans le cadre de l'accès à l'eau. Dans ce programme, dit-il, le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement occupe une place importante. Plusieurs politiques, dit-il, ont été exécutées en plus de l'actualisation de la stratégie nationale du secteur de l'hydraulique. Au cours de la période allant de 2005 à 2018, le ministre a fait part de l'exécution de plusieurs projets structurels, dont l'Aftout et Sahli.
Madame Naha Hamdul Mokhnas, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a pour sa part évoqué certains aspects du projet de décret portant création des comités de gestion des écoles et fixant leur statut type en coordination avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Ce décret, dit-elle, comporte 8 articles dont le premier, dit-elle, énonce la création au niveau de chaque école publique de comités de supervision et de suivi appelés comité de gestion de l'école comprenant l'administration régionale, les municipalités, les parents d'élèves et les représentants des élèves. Quant à Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, ministre de la fonction publique, du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration, ministre de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement par intérim, il a précisé que les contractuels de l'État n'avaient pas de statut juridique, ce qui a conduit à la précarité de 10 000 d'entre eux. Sur instruction du président de la République, dit-il, une loi a été élaborée permettant de contracter avec les catégories A, B et C. Il a enfin indiqué que désormais il est possible de signer des contrats avec des contractuels en contrepartie de leurs services. La conférence de presse pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Autre conseil dont on va parler dans ce journal, mais cette fois c'est le Conseil constitutionnel qui vient d'entériner donc la nomination du chef de file de l'opposition démocratique. Il s'agit de M. Brahim El-Bekkaï Messoud, conseiller municipal au niveau de la commune d'El Mena. C'est ce qui ressort d'un communiqué du Conseil constitutionnel publié donc aujourd'hui, communiqué qui dit que le Conseil a pris cette décision après avoir pris connaissance des lois régissant ce domaine et suite à une correspondance de l'Assemblée nationale fixant l'ordre d'importance des partis politiques de l'opposition représentés au Parlement, à la tête desquels se trouve le Parti du regroupement national pour la réforme et le développement Tawasul qui a désigné M. Brahim El-Bekkaï Messoud, conseiller à la commune d'El Mena, comme chef de file de l'opposition démocratique, décision donc entérinée par le Conseil constitutionnel. Et lui, il vient d'annoncer sa candidature. Il s'agit de M. Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Razouani, de déclarer sa candidature pour les prochaines élections, pour la prochaine élection présidentielle prévue donc cette année. C'était ce soir au stade Cheikh Ould Bouidia ici à Nouakchott au cours d'un meeting populaire imposant, meeting au cours duquel le candidat a présenté les axes phares de son programme électoral. Nous y reviendrons bien entendu avec plus de détails dans notre prochaine édition. Ça c'était donc ce soir au stade Cheikh Ould Bouidia à Nouakchott. Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Razouani qui annonce sa candidature à la prochaine élection présidentielle prévue cette année. Je vous le disais en titre, aujourd'hui, 1er mars, c'est une journée mondiale. Une journée mondiale, c'est la journée mondiale de la protection civile. Eh bien, cette journée a été célébrée aujourd'hui ici en Mauritanie, une cérémonie qui était présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Alors, comment s'est déroulée cette célébration et sous quel thème s'est déroulée cette célébration cette année? Élément de réponse avec Moussa Ndiaye. Protéger nos enfants, c'est notre responsabilité et le thème de la Journée internationale de la protection civile de ce 1er mars 2019 en Mauritanie. À cette occasion, une cérémonie a été organisée au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour présenter des exposés sur le plan d'action et activités de la protection civile. Aussi, le progrès qu'elle a connu au cours de la dernière décennie dans ses différentes interventions pour la protection des citoyens et de leurs biens face à des catastrophes naturelles. C'est dans ces cadres que le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ould Souidat, a précisé que l'objectif de la célébration de cette journée est de sensibiliser l'opinion publique sur le rôle que joue la protection civile.
Il a ajouté que cette structure du ministère de l'Intérieur a connu un progrès remarquable dans ses actions grâce à l'importance qu'accorde son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, au secteur militaire et de la sécurité dans le cadre d'un plan d'action visant à renforcer la paix et la sécurité des citoyens. Au total, 1948 interventions ont été menées sur l'ensemble du territoire national, a dit le directeur général de la protection civile, colonel Khattar Ould Mohamed Mbarek. Il a ajouté que la lutte contre les incendies dans les zones urbaines et rurales, le transport des blessés et victimes des catastrophes naturelles, ainsi que l'aspiration des eaux de pluie internes et externes sont des activités et actions, parmi d'autres, que la protection civile ne cesse de multiplier ses efforts en renforçant et en élargissant ses activités à l'intérieur du pays, notamment dans les wilayas de Tirezemour, Adrar, Tagan, Guidimara, Hod el-Gharbi et dans les départements qui exigent la présence et l'intervention des équipes de la protection civile. Il est à noter que la célébration de la Journée internationale de la protection civile, célébrée ce 1er mars 2019 à Nouakchott, précisément au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, a été marquée par la présentation des exposés et plusieurs autres communications. Des communications relatives à la mise en place d'un centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite de crise. Voilà donc la célébration de la Journée mondiale de la protection civile, et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons invité ce soir M. Mohamed Lemine Ould Moulay Ali Haïdara. Vous vous présentez, vous êtes directeur de... Je suis le directeur de la logistique et des infrastructures à la Direction générale de la protection civile. Voilà, nous vous avons invité ce soir pour cette occasion pour en parler. Rappelez-nous sur quel thème vous avez célébré la journée. Merci M. Yedali pour me donner l'opportunité effectivement de parler de cette journée. Tout d'abord les thèmes. Voilà, que nous célébrons à l'instar de tous les pays membres de l'Organisation internationale de la protection civile. Effectivement, cette année, le thème, c'est la protection de nos enfants. C'est notre responsabilité. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Voilà, ce thème a été, au fait, chaque année, l'Organisation internationale de la protection civile statue sur un thème que chaque pays membre doit pouvoir célébrer la fête en développant des activités de sensibilisation. En fait, l'objectif, c'est de sensibiliser nos populations par rapport à ces différents risques. Effectivement, les enfants, comme vous le savez, c'est les plus fragiles au niveau de notre société et qu'il faille prendre des mesures par la sensibilisation pour mieux les protéger. Et quelles sont ces mesures? Voilà. Ces mesures de sensibilisation. Voilà. Les mesures de sensibilisation, elles sont diverses et multiples. Par exemple, les enfants, par rapport aux risques au domicile, donc on peut prendre un certain nombre de thèmes par rapport aux incendies, tel que par rapport au, par exemple le gaz. Le gaz, oui. Voilà, l'électricité, par exemple, par rapport aux produits qui sont peut-être dans la maison, des produits chimiques que les enfants peuvent toucher, par rapport aux accidents qu'un enfant peut avoir une fracture, mais tout ce qui peut toucher effectivement à la santé, à la sécurité de l'enfant. Donc nous procédons effectivement dans ces sensibilisations par l'enseignement de méthodes qu'on appelle les méthodes de survie. Et on peut apprendre aux parents, à des jeunes enfants, des gestes élémentaires de survie qu'ils puissent appliquer. Donnez-nous quelques exemples de ces gestes élémentaires. Par exemple, on fait de la sensibilisation dans les écoles par rapport aux noyades, par exemple. Voilà. Et par rapport à ces thèmes, effectivement, on a célébré ce jour vendredi. Et c'était une journée très courte pour que nous puissions faire beaucoup d'activités. Mais le thème est valable toute l'année jusqu'en fin 2019. Et nous comptons faire des caravanes de sensibilisation, effectivement, en faveur de ces enfants
où est-ce qu'on peut les trouver? C'est dans les écoles, c'est dans des familles, c'est d'amener des caravanes et pour les apprendre à se protéger, à faire attention à certaines activités. Donc vous faites cela dans les écoles, vous allez dans les écoles? Oui, les écoles font partie de... C'est des cibles. Voilà, donc on part dans les écoles, on part dans les quartiers périphériques où les enfants sont encore beaucoup plus exposés pour leur expliquer un peu le bon comportement à adopter face à une situation d'urgence. Généralement, quand on entend parler de la protection civile, on pense tout de suite aux pompiers. Quand on pense aux pompiers, on pense tout de suite à incendie. C'est-à-dire comme si on confine votre activité uniquement dans les incendies. Oui, merci de la question. Effectivement, c'est une grande erreur que les gens le font. Bon, au fait, pompier, c'est un terme générique. Oui. Mais réellement, nous sommes une structure de protection civile qui va au-delà de l'incendie. C'est-à-dire que la protection civile, dans le terme juridique, comme elle a été initiée, le terme est beaucoup plus général, c'est la protection des populations contre tout risque, en temps de guerre comme en temps de paix. Parce que ceci me permet de rappeler un peu l'origine même de cette institution. Au fait, la protection civile, on l'appelait dans le temps l'association des lieux de Genève. Et c'est un médecin, effectivement, général Georges Saint-Paul, qui a créé cette structure pour protéger une certaine catégorie de population pendant les guerres. Et revenons maintenant, on ne peut pas faire l'historique puisque le temps ne nous le permet pas. Revenons aux problèmes que vous rencontrez quotidiennement dans votre action. Quelques exemples. Juste, c'est les usagers de la route. Les pompiers qui partent en intervention, il faut que les gens cèdent la route. Il y a le gyrophare qui est allumé, il y a la sirène qui sonne. Donc, il faudra que les usagers de la route cèdent le passage aux véhicules de la protection civile qui part en intervention. Ceci est essentiel pour qu'ils puissent arriver à temps et procéder effectivement à l'intervention. Qu'il s'agit de l'incendie. Aussi les routes qui sont parfois étroites ou sont bouchées. Voilà. Justement, c'est ça. Et là, nous mettons en contribution aussi nos autres collègues de la circulation routière, le GGSR et la police, qui nous aident énormément à ouvrir les voies d'accès aux services. Est-ce que vous avez suffisamment de moyens, quand je pense à Nouakchott, cette ville tentaculaire, presque 1 million d'habitants et comme ça, est-ce qu'il y a des moyens suffisants, presque suffisants? C'est très difficile de dire que les moyens sont suffisants dans un service de sécurité. Nous avons un certain nombre de moyens, effectivement, qui nous permettent de juguler les questions de sécurité. Mais vous êtes développé. Voilà. Mais il en demeure que ces moyens doivent pouvoir évoluer, d'autres moyens qui viennent s'ajouter à ce que nous avons pour que nous puissions nous occuper de l'ensemble des risques. Parce que les risques évoluent dans notre pays, avec l'avènement du pétrole, avec l'avènement du gaz. Donc, c'est d'autres risques qui vont se greffer dans nos habitudes. Donc, il va falloir qu'on évolue, pas seulement les moyens, mais qu'on fait beaucoup de la formation du personnel, mais également de sensibilisation de nos populations. Ça s'explique qu'on peut arriver à une bonne sécurité. Comme vous insistez beaucoup sur la sensibilisation, et je ne vois pas d'inconvénient, je vous donne l'occasion pour un dernier mot, un dernier appel aux populations pour vous aider dans votre travail. Alors, ce que je peux dire à la population sur l'ensemble du territoire national, là où la protection civile intervient, c'est de les aider à faire leur travail. Comment? C'est de ne pas empêcher les pompiers avec la population qui s'attrouve, qui empêche toute forme de travail. Et nous demandons à la population aussi, quand il y a un événement, au lieu qu'ils agissent eux-mêmes directement, ils peuvent le faire, mais d'appeler toujours le service de la protection civile. Parce que plus on met du temps à les appeler, plus la situation peut être plus grave. Et surtout éviter les faux appels. Surtout ça. Et pour ça aussi, je rappelle que nous avons des dispositifs actuellement au niveau de notre centre d'appel. On peut repérer les numéros et on fait chaque mois une statistique des appels. On appelle ça des appels intempestifs et qui peuvent faire l'objet de poursuites. Donc je mets en garde les jeunes généralement qui s'amusent à le faire d'arrêter parce qu'en faisant des faux appels, on peut vraiment empêcher quelqu'un qui a besoin du secours de la protection civile. Voilà. Donc
Voilà, M. Mohamed Lemine Moulay Ali Haïdara, donc, qui était notre invité, le capitaine inspecteur, c'est ça? Oui. Inspecteur de la protection civile. Félicitations à l'occasion de la journée. Merci d'avoir accepté notre invitation et de toutes ces précisions très pratiques. Merci. Et donc, vous restez avec nous, vous suivez en direct notre journal. Et on va parler de tout à fait autre chose maintenant, de la formation, de cette session de formation qui vient de s'achever à l'École nationale de l'administration du journalisme et de la magistrature, une session de formation dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et l'Espagne et qui portait sur le renforcement des capacités des cadres et fonctionnaires de la fonction publique de Mauritanie. Alors, Abdoulaye Demeba, combien de fonctionnaires et de quels services ont bénéficié de cette formation? 25 fonctionnaires du département de l'intérieur et de la décentralisation et 25 autres de l'économie et des finances ont reçu une formation pratique en vue de renforcer les capacités des cadres et fonctionnaires de l'administration publique en matière de finances publiques. Cet atelier s'est tenu grâce à la collaboration de l'École nationale d'administration, du journalisme et de la magistrature NAJM et l'Institut espagnol d'études fiscales. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Ahmed Ould-Eide, a précisé que cette formation qui a eu lieu grâce à l'apport de l'NAJM et l'Institut espagnol d'études fiscales a bénéficié à des fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances et de l'intérieur et de la décentralisation. Il a par ailleurs indiqué que l'organisation de cet atelier reflète les excellentes relations entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume d'Espagne. Certains aspects liés à cette formation ont été mis en avant. Je veux vous remercier pour votre attention et je suis aussi doublement satisfait du fait que dans cette salle, il y a une proportion de femmes considérable. Comme vous le savez, l'égalité de genre, c'est un des secteurs transversal de la coopération espagnole et en plus, c'est un secteur prioritaire de toutes nos actions de coopération. Je vous remercie. À la fin de cette cérémonie de clôture, les participants ont tour à tour reçu leur parchemin. Ces attestations de fin de formation ont été délivrées par les différentes autorités qui ont assisté à ces rencontres. Voilà pour cette session de formation relative au renforcement des capacités des cadres et fonctionnaires de la fonction publique de Mauritanie qui vient de se tenir cette session, qui vient de se tenir à l'École nationale d'administration, du journalisme et de la magistrature. Cette école d'ailleurs, et cela se tient, a abrité également une conférence débat autour de quel thème, Moussa Ndiaye? Cette conférence que l'École nationale d'administration des journalismes et de magistrature a abritée ce jeudi 28 février 2019 à Nouakchott a été placée sous le thème « L'expérience espagnole dans le domaine de la décentralisation ». Alors, comment se présente la décentralisation et le développement local au Royaume d'Espagne? Dans les États fédéraux, il y a toujours des conflits entre le niveau central de gouvernement et le niveau régional. Il y a toujours des problèmes. Et tous les États régionaux, tous les États fédéraux ont une cour constitutionnelle ou un organisme équivalent pour résoudre ces conflits. Un organisme indépendant décide, quand il y a un conflit d'interprétation des lois ou de la Constitution, entre le gouvernement central et les gouvernements régionaux. En Mauritanie, des étapes importantes ont été franchies dans la mise en place d'une stratégie favorable au développement local et le renforcement des collectivités locales. Celle qui existe en Espagne, il n'y a pas de déconcentration, c'est-à-dire que l'État, c'est un État fédéral, mais il aussi n'est pas un État déconcentré. C'est plutôt le fédéralisme qui crée des régions plus ou moins qui ont leur propre administration. Et c'est à travers la création de ces régions que l'État a transféré les ressources humaines et ainsi de suite. Donc c'est des administrations. En Mauritanie, on combine les deux systèmes, un système de déconcentration, un système de décentralisation. Cette conférence sur l'expérience espagnole dans le domaine de la décentralisation a connu plusieurs interventions des représentants des collectivités locales, de la coopération espagnole, des conseils régionaux, des professeurs,
des étudiants à l'ENAJM et des chercheurs. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et des techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. La principale information, c'est la visite officielle de 3 jours du président gambien qui vient de s'achever. Il a quitté Nouakchott ce matin, au terme de cette visite de 3 jours. Ici en Mauritanie, visite sanctionnée par un communiqué conjoint qui met l'accent sur la volonté des deux parties de renforcer, de promouvoir les relations excellentes de coopération existant entre la Mauritanie et la Gambie. Et puis la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la protection civile, c'est le 1er mars. Cette année, les thèmes protégeons les enfants, protection de nos enfants, c'est notre responsabilité. Voilà, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, je l'espère avec un peu moins de poussière, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à 19h20 et à 21h30. Bonsoir.